fête de la Tabaski, prière dans différentes mosquées, cérémonie officielle à la mosquée de la Riviera Golf, en présence du président Alassane Ouattara. La cohésion sociale au centre du sermon. Aujourd'hui, 15 octobre, journée mondiale du lavage des mains, un geste simple pour sauver des vies, mais la pratique semble ne pas porter de fruits sur le terrain et vous allez le voir dans votre journal. Et la femme rurale célébrait aujourd'hui 60 à 80% de la production vivrière des pays en voie de développement est assurée par ces femmes. Tout à l'heure, le message du gouvernement ivoirien. Bienvenue et bonne fête de la Tabaski à tous. Commençons déjà par la célébration officielle de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de la Riviera Golf. Et c'était en présence du chef de l'État, le compte-rendu d'Ali Djarasouba. Les musulmans du monde entier imitent en ce jour de l'Aïd el-Kébir ou encore Tabaski, Abraham, le père du monothéisme, prêt à sacrifier son fils pour Dieu quand il voit l'ange Gabriel lui proposer un bélier à la place de son enfant. C'est donc pour perpétuer ce grand geste d'Abraham que les musulmans aux quatre coins du monde, eux aussi, sacrifient un bélier à l'honneur et à la gloire d'Allah. Autre rite important en ce jour de fête, les 2 rakas ou unités de prière qui marquent à cette célébration de l'Aïd el-Kébir, suivi d'un sermon dit par l'imam. Ici, à la grande mosquée de la Riviera Golf, l'imam Traoré Mamadou a insisté sur les valeurs d'union et de cohabitation pacifique enseignées par l'islam. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, a placé la Tabaski 2013 sous les signes de l'amour, de la tolérance, du pardon et de l'unité. Vertu enseignée et incarnée à la perfection par Ibrahim alayhi salam et par les envoyés du Dieu unique Allah subhanahu wa ta'ala, venu après lui, dont le sceau fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous exhorte donc, chers frères et sœurs, à vous approprier de ces vertus et à les cultiver en vous et autour de vous. Et c'est là, afin de faire barrage aux discours de haine et de division qui ont fait leur retour ces derniers temps dans les débats politiques en Côte d'Ivoire. Au premier rang des fidèles, lors de cette prière, le chef de l'État, Alassane Ouattara, en ce grand jour, il a encore souhaité un plus grand rapprochement entre les Ivoiriens, sans distinction d'obédience politique et ou religieuse. Je voudrais souhaiter une très bonne fête de Tabaski à tous nos concitoyens. Souhaiter que la paix qui règne sur le pays se renforce davantage et reprendre les paroles de l'imam Traoré, que cette fête soit pour nous tous une période d'amour, une période d'unité, car une nation rassemblée est une nation qui ira de l'avant. Je souhaite à tous nos concitoyens que Allah nous protège, donne la paix à la Côte d'Ivoire et amène une plus grande entente entre tous nos concitoyens. Des prières, des invocations et supplications sont prononcées par les fidèles musulmans en ce jour, aussi de recueillement spirituel. Il est recommandé à tous les fidèles d'immoler leur bélier après l'imam, de la viande à partager aux nécessiteux, dans le voisinage, aux amis et parents, et la fête de prendre tout son sens dans la joie et l'allégresse la plus totale. Les fidèles musulmans ont donc pris d'assaut les mosquées ce matin pour également prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Eman Niamien a visité quelques mosquées, son compte rendu. C'est la voie principale du lycée Jean-Mermoz de Cocody qui a servi de cadre aux fidèles musulmans de la cité Air Afrique et des quartiers environnants pour sacrifier au rituel de la prière de l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski. Après les 2 rakats, l'imam Ousmane Zouanga, dans son sermon, a invité les fidèles musulmans à cultiver davantage la solidarité et la cohésion sociale. Toutes choses, selon lui, qui favoriseront l'union et le retour d'une paix durable en Côte d'Ivoire.
À la mosquée de Yopougon-Sable, l'imam Ahmed Samassi, lui, a mis l'accent sur la dépravation des mœurs. Selon lui, le phénomène d'homosexualité a atteint des proportions démesurées en Côte d'Ivoire. Il exhorte donc les fidèles musulmans à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants afin de mettre un terme à ces fléaux qui n'honorent pas l'islam. À la mosquée d'Aguien, tout comme à la grande mosquée d'Agamé, les imams Aboubakar Koulibaly et Fofana Moussa ont exhorté les fidèles musulmans à s'inspirer de l'acte de soumission du prophète Abraham qui a accepté d'immoler son fils unique pour l'amour de son créateur. Un acte qui, selon eux, s'il est imité par les Ivoiriens, favorisera la réconciliation et le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Les marins ont également célébré la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, les temps forts avec Brouléon. Tabaski à la Marine nationale, un moment où l'imam Youssouf Konaté, aumônier militaire en chef, exhorte à la tolérance et à l'unité. Un moment également pour le commandant de la Marine nationale, Diakaridia Konaté, d'inviter les musulmans marins et au-delà tous les éléments de la marine à faire bloc autour des autorités pour la défense de la mère patrie. Il demande à ceux des militaires encore porteurs de projets de déstabilisation de rejoindre la République pour un développement harmonieux du pays. Le commandant Diakaridia Konaté explique que l'essentiel que tout Ivoirien doit faire prévaloir, c'est la Côte d'Ivoire, tout en plaidant pour que la symbolique du sacrifice d'Abraham, célébrée à travers la Tabaski, éclaire chaque habitant de ce pays. Et à l'intérieur du pays, précisément à Bouaké, les fidèles se sont rendus nombreux dans les lieux de prière pour sacrifier au rituel de la Tabaski. Les imams ont invité les fidèles musulmans à s'inscrire dans le processus de réconciliation pour construire une paix durable en Côte d'Ivoire. Kwadjo Kwame. À Bouaké, les mosquées ont été prises d'assaut par les fidèles musulmans, tous vêtus de leurs plus beaux habits. De la mosquée Yaoundé du quartier Sokoura à la grande mosquée d'Ougouba en passant par les espaces de prière de circonstance, paix, partage, union et amour du prochain étaient les maîtres mots dans les messages des imams. Dans son sermon, l'aumônier militaire, l'imam Fani Draman, a exhorté ses condisciples et les autorités militaires, soldats du rang et leurs familles à faire de la paix une seconde religion. À la grande mosquée d'Ougouba, l'imam Touré Badiawari a prôné la solidarité entre musulmans d'une part et d'autre part la solidarité entre musulmans et les autres communautés religieuses de la ville avant d'inviter les fidèles à prier pour accompagner les efforts du gouvernement en vue de parvenir à une réconciliation totale en Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, c'est après la prière composée de 2 rakats qu'est intervenue l'immolation du bélier, un acte hautement spirituel rempli de symboles. Cet acte perpétue le geste de foi et de dévotion d'Ibrahim qui a eu son premier fils à l'âge de 86 ans. Dieu l'éprouva en lui demandant de le lui offrir en sacrifice. Alors qu'Ibrahim était sur le point d'égorger son fils, Dieu remplaça ce dernier par un bélier. En ce jour, ce geste sera repris dans les foyers musulmans qui en ont les moyens. L'Aïd el-Kébir, la grande fête, a lieu 70 jours après la fête du Ramadan. La fête de la Tabaski, c'est la prière, c'est le sacrifice du mouton, c'est le partage. À Angré, à Bobo et à Cocody, la fête de la Tabaski se déroule dans une bonne ambiance. Après la prière, l'immolation du mouton et partage de repas. Le sacrifice du mouton, pourquoi? Pour répondre à cette question, Gabriel Zani a rencontré un imam, son compte rendu. C'est la Tabaski chez les musulmans. Une grande partie des fidèles a déjà acheté son mouton. J'ai acheté mon mouton, je vais partager avec ceux qui sont aux alentours, ceux qui sont proches de moi. L'islam nous demandait d'acheter un mouton si on a les moyens et de partager. Nos amis, les voisins, les pauvres qui sont à côté de nos champs. Aux démunis comme Seydou qui ne pourra pas s'offrir un bélier pendant la fête. Moussa Traoré est l'imam principal de la mosquée Hussein de Trècheville. Pour ce guide religieux, le partage est essentiel pour le musulman. La viande de mouton, on partage, on divise en 3 parties. La famille mange une partie pour les voisins et la 3e partie pour les nécessités. Il n'y a pas de partie spécifique, on donne ce qu'on veut. On donne aux nécessités ce qu'on veut, on donne aux voisins ce qu'on veut, nous aussi on prend ce qu'on veut. Si la Tabaski est l'occasion de partager, de dire merci à Dieu, c'est aussi le lieu d'avoir des bénédictions.
L'animal sacrifié ne doit pas être malade, borgne, boiteux, maigre. Il doit être sans défaut. Le mouton qu'on tue le jour de Tabaski, ce n'est pas à cause de la viande. C'est pour avoir mérite chez le Dieu, Inch'Allah. Selon l'imam Moussa Traoré, ce n'est pas seulement le bélier qu'il faut sacrifier ce jour-là. La brebis, le cabri, la chèvre, le bœuf ou le chameau peuvent aussi servir pour le sacrifice. Le mouton est choisi en référence au père de la foi, Abraham, dont le fils a été échangé. C'est pourquoi pendant la fête de la Tabaski, le musulman doit avoir des pensées très pieuses pour Abraham et sa famille, deux grandes personnalités de la foi musulmane. Et avant la fête de la Tabaski, les bouchers connaissent une concurrence déloyale selon le syndicat local des bouchers. Le constat de Kwadjo Kwame. S'offrir un mouton pour la fête de la Tabaski n'est pas donné à tout le monde. Les prix pratiqués sur le marché sont hors de portée. Comme alternative, de nombreux fidèles musulmans se tournent vers les bouchers installés dans les différents marchés de Bouaké. Ici, la concurrence est déloyale. Je vois des commerçants en ville qui viennent payer le bœuf au parc, aller vendre au kilo à la population. Or, ce n'est pas normal. Pour être boucher, il faut avoir un document qui est signé par le DR de service vétérinaire et le préfet de Bouaké. On veut qu'on n'a qu'à arrêter la pagaille de la boucherie de Bouaké. Tout le monde n'a qu'à savoir qu'on va travailler sur la vérité. La pagaille a fini et puis encore on ne va pas accepter de faire la pagaille. La vente illégale de la viande n'est pas sans conséquence pour les consommateurs, vu que les abattages clandestins sont faits hors de tout contrôle vétérinaire et le syndicat des bouchers de Bouaké ne veut pas rester les bras croisés. Nous avons décidé de faire une patrouille la veille de la fête de Tabaski et ramasser la viande de tous ceux qui vont vendre la viande dans la ville. Ils ne sont pas autorisés à vendre la viande. Plus de 400 têtes de bœufs étaient vendues lors des fêtes passées. Aujourd'hui, les bouchers n'arrivent plus à écouler 180 têtes, ce qui représente une perte pour notre économie au profit des bouchers clandestins. Le Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Il a débuté ce dimanche 13 octobre en Arabie Saoudite et s'achèvera le 18 octobre. Regardez. Des centaines de milliers de pèlerins se sont rendus lundi au mont Arafat, moment fort du pèlerinage annuel à la Mecque. Sur le mont Arafat, symbole de l'attente du jugement dernier, les pèlerins se consacrent à la prière et à l'imploration de Dieu. Pour des raisons de sécurité sanitaire, le nombre de visas accordés par les autorités saoudiennes a été réduit de 20% cette année. Il faut dire que 50 personnes sont mortes ces derniers mois dans le royaume en raison d'une maladie respiratoire. Aujourd'hui, journée internationale de la femme rurale, 60 à 80% de la production vivrière des pays en voie de développement assurée par les femmes rurales. Le gouvernement ivoirien invite donc pour cette année 2013 tous les acteurs au développement à la réflexion sur le thème « Place de la femme rurale dans l'atteinte de l'objectif de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Chantal Akanda. Les femmes rurales représentent plus du quart de la population mondiale. Elles contribuent ainsi au bien-être de la communauté, au développement des économies rurales et nationales. La production vivrière des pays en voie de développement est assurée à plus de 60% par les femmes rurales. Ces chiffres qui montrent bien que les femmes rurales détiennent le monopole de la production vivrière, qu'elles sont les ouvrières de la sécurité alimentaire, de l'économie et de la stabilité des campagnes, contrastent paradoxalement avec leurs conditions de vie et l'extrême pauvreté qu'elles subissent. Au regard de cette situation d'injustice, les Nations Unies se sont saisies de la question en vue d'apporter une réponse mondiale. Ainsi, ont-elles adopté pour la 56e session de la condition de la femme, en mars 2012 à New York, le thème « Autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'élimination de la pauvreté et de la faim, le développement et le règlement des défis actuels ». Place de la femme rurale dans l'atteinte de l'objectif de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 est le thème choisi. Le gouvernement ivoirien
invite tous les acteurs au développement à la réflexion de ce thème dans le but de contribuer à l'égalité des chances et corriger les injustices. En cette journée internationale de la femme rurale, notre soutien individuel et collectif devra être acquis aux femmes rurales en vue d'accroître leur capacité d'action et de garantir notre propre sécurité. Sécurité des ménages, sécurité alimentaire, dynamisme de l'économie rurale, stabilité des campagnes, développement durable pour tous et émergence de la Côte d'Ivoire. La ville de Katiola a été choisie pour abriter les festivités de cette journée le 14 novembre prochain. À cette occasion, une plateforme pilote de politique d'autonomisation de la femme en milieu rural sera mise en place. Ils sont nombreux ceux qui mangent sans se laver les mains et pourtant se laver les mains, un geste simple qui sauve des vies. Aujourd'hui, 15 octobre, journée mondiale du lavage des mains, notre reporter Grace Kando est allé sur le terrain, son constat. Marché Siporex dans la commune de Yopougon. Dame Ouattara Abiba est vendeuse de légumes. Lawal, lui, est boucher. Une fois son espace nettoyé, Dame Ouattara ne prend pas la peine de se laver les mains. Nawal, lui, après avoir servi son client, prend directement son petit déjeuner. De toute évidence, les deux commerçants ignorent les dangers liés au manque d'hygiène. J'ai balayé, je suis allé verser, mais je n'ai pas lavé les mains. On n'a pas vu le temps pour laver la main avant de manger. Parce qu'il y avait les clients devant nous. Ce mardi 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Déjà une 6e édition, mais la 5e semble ne pas avoir porté ses fruits. Bon, on sait qu'on doit bien laver les mains avant de faire toute chose. Surtout avant de manger ou bien avant de faire autre chose aussi. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. On n'est pas sensibilisé sur les marchés. Pourtant, la mauvaise hygiène des mains entraîne des conséquences désastreuses sur la santé. Les mains sont des éléments de transmission des microbes, si je puis dire en gros, c'est-à-dire des bactéries, des champignons, des virus. Ce sont des moyens de transmission. Quand on se serre la main, on transmet à l'autre ce qu'on a dans la main. Lorsqu'on essuie le visage ou bien lorsqu'on fait une caresse, si je puis dire ainsi, au niveau du visage, on dépose sur le visage des microbes. Lorsqu'on touche un bébé, on dépose sur ce bébé des microbes. Surtout lorsque ces microbes peuvent être pris n'importe où. Je parle des poignées de porte, je parle des téléphones portables, je parle des claviers d'ordinateur. Tous ces éléments-là contiennent beaucoup de microbes. Et on a pu constater qu'il y a des maladies qui sont liées à cela, notamment les maladies telles que le choléra. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. Ici, dans cet établissement à Yopougon-Bad, cette leçon semble être bien comprise par les encadreurs. Pour le lavage des mains, on aligne les enfants. Le dispositif est là. Donc on met les enfants en rang et avec de l'eau et du savon liquide, on met dans leur paume. Et puis ils ouvrent le robinet, ils se frottent les mains, les ongles, tout. Une journée ou pas, se laver les mains doit être le quotidien des populations si elles veulent éviter des maladies de grosses dépenses en produits pharmaceutiques. Demain, 16 octobre, le monde entier va marquer une halte pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort des victimes de la faim et de la malnutrition et encourager les populations à lutter contre la faim. Avant ce rendez-vous, notre reporter Noël Nyagno revient sur les actions du gouvernement ivoirien pour assurer la sécurité alimentaire justement des Ivoiriens. Noël Nyagno. La sécurité alimentaire, elle repose sur 4 piliers. La disponibilité des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante, l'accessibilité de ces denrées en tout lieu et en tout temps, leur utilisation saine en termes de qualité sanitaire, d'équilibre nutritionnel et d'accès à l'eau potable, enfin la stabilité des approvisionnements dans le temps et l'espace. En Côte d'Ivoire, la production vivrière disponible est estimée à plus de 7 millions de tonnes, quand la demande s'évalue à plus de 11 millions. Pour combler le déficit, des projets structurants de sécurité alimentaire sont rendus effectifs dans l'Indéni et du Hablin, dans les districts des Savanes, de la vallée du Bandama et du Zanzan.
Leur coût, plus de 40 milliards de francs CFA, financés par le FIDA, Fonds international pour le développement agricole, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, la BAD, Banque africaine de développement, sans oublier les actions de la coopération allemande. L'objectif à terme, assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois, maîtriser l'eau et assurer une disponibilité des intrants. Composante essentielle des actions de pouvoir public dans la politique de la sécurité alimentaire, le PNIA, Programme national d'investissement agricole. Le Programme national d'investissement agricole PNIA en cours de mise en œuvre vise, entre autres, à transformer notre système de production extensive en un système de production intensive. À ce programme, associons l'engagement des populations cibles, comme ici à Korogo. Nous, bénéficiaires, allons faire l'effort de reconstituer ces dons pour pérenniser nos activités de production. PNIA, Programme national d'investissement agricole et l'engagement des populations. Voilà qui annonce des lendemains meilleurs pour la sécurité alimentaire d'ici à 2015. L'ONG Limania s'engage à assurer l'alphabétisation de 600 commerçantes de Bouaké. Il s'agit pour cette ONG de donner tous les moyens à ces commerçantes de bien conduire leur projet. Alors, rencontre avec les bénéficiaires de ces cours d'alphabétisation dans un commentaire de Kwadjo Kwame. Bientôt, plus de 600 commerçantes bénéficieront de cours d'alphabétisation au centre Le Lotus de l'ONG Limania à Bouaké. L'objectif visé est de leur donner les rudiments nécessaires de gestion en comptabilité à travers l'alphabétisation pour assurer leur autonomie. En prélude à cette formation, ces commerçantes ont eu une séance de travail avec les responsables de cette ONG pour la mise en œuvre du projet. Nous avons été sollicités par la présidente de Femmes commerçantes de Bouaké qui était très intéressée pour venir à son aide pour l'alphabétisation d'un grand nombre de femmes qu'elle chapeaute. Le directeur régional de l'éducation nationale de la ville de Bouaké est prêt à nous accompagner et à mettre des formateurs à notre disposition. Je appelle à toutes les femmes qui ne savent pas lire et écrire de venir massivement dans cette ONG Lotus Limania pour venir apprendre à lire et écrire. Les femmes ont bénéficié du soutien du préfet de Bouaké, Koneaka, qui leur a exprimé ses encouragements. Il a prodigué de sages conseils aux femmes et les a exhortées à s'approprier cette formation. L'autorité administrative a également visité les locaux du centre Le Lotus. L'ONG internationale Le Lotus Limania est un centre socio-culturel qui s'occupe des enfants déscolarisés, des enfants de la rue et des orphelins. Elle a à son actif un centre d'alphabétisation et 2 orphelinats dans le nord du pays. À Béomi, les enseignants et les apprenants de l'école primaire publique d'Anoisé ont du mal à dispenser et à suivre les cours, l'école étant exposée à des intempéries. Que de difficultés donc, élèves, enseignants et parents d'élèves souhaitent qu'une attention particulière soit accordée à leur école. Regardez. 3 bâtiments construits en terre et couverts de paille. Ainsi se présente l'école primaire publique d'Anoisé à 15 km de Béomi. Cette école est l'œuvre des populations soucieuses de l'éducation de leurs enfants, tout en évitant à ces tout-petits les souffrances des 7 km qui séparent Anoisé de la première école la plus proche. L'EPP Anoisé a bénéficié en 2010 de l'affectation des instituteurs par l'État. Et depuis cette date, les élèves et leurs enseignants travaillent dans des conditions difficiles, exposés aux intempéries. Le rêve de ces tout-petits est de voir leurs conditions d'apprentissage s'améliorer. Ce vœu est également partagé par les parents qui font un espoir en la prochaine visite du chef de l'État dans la région pour offrir au village d'Anoisé une école moderne. Pour avoir cette école, on avait eu beaucoup de problèmes. Et actuellement, pour même que nous ayons des cahiers ou bien même des tables bancs, il faut que la population se mobilise, c'est-à-dire qu'il faut passer de maison en maison pour réclamer au moins 100 francs pour qu'on puisse nous acheter des tableaux. Donc pour le moment, je voudrais que le gouvernement nous aide pour que nos enfants puissent avoir des bonnes salles de classe et puis des bons tables bancs. Pour la rentrée scolaire 2013-2014, ce sont environ 250 élèves qui sont attendus dans cette école de fortune. Une préoccupation pour les élèves, les parents d'élèves et les enseignants qui attendent que le programme présidentiel d'urgence PPU vienne les soulager.
Ouverture d'un centre médico-éducatif et cette affaire Kessédougou, le compte-rendu de Kwadio Kwame. Ils sont nombreux, ces enfants innocents, victimes de handicaps psychiques dans les villes et villages. Des enfants qui ont pourtant une place dans la société. 3 ans, il n'a pas marché. Vous avez dit que c'est serpent. C'est un enfant que Dieu qui me l'a donné. Le tuer, c'est-à-dire que l'enfant il ne revient plus. À l'origine de ces handicaps, des maladies infectieuses pendant la grossesse ou un accouchement long pas médicalement assisté. Pendant le développement de la petite enfance, l'enfant peut avoir des maladies infectieuses, la fièvre, la méningite, le neuropaludisme. À côté de ces causes-là, on a des causes également qui peuvent être génétiques. Avec la foi, la détermination et un bon encadrement, certains de ces enfants arrivent à s'insérer dans le tissu social. Quelqu'un me disait que c'était un sort parce que j'avais divorcé avec mon ex-femme. Vu les progrès que mon fils a eu à faire, qu'aujourd'hui cet enfant joue au ballon et il arrive à aller sur le net, il envoie des courriers, on lui envoie des courriers et il discute avec les gens. C'est important. C'est pour redonner espoir aux parents et mettre fin à la stigmatisation de ces enfants qu'est né l'Institut Yéréguignon qui prend en charge des enfants handicapés psychiques et polyhandicapés de 6 à 19 ans. Renoncer à cette tâche est la pire des défaites au plan humain et sanitaire car tout enfant a un avenir. Il faut qu'il y ait dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire des centres pour accueillir ces enfants qui sont rejetés, qui sont abandonnés. Prendre dès le jeune âge, ça permet de déjà projeter un avenir meilleur quand l'enfant sera plus développé. Par la voix de leurs représentants, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Dosso Moussa ont apporté leur soutien moral et financier au Centre pour le bonheur des enfants ivoiriens. Relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Un accord de partenariat a été signé à cet effet par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Le point avec Christelle Menin, Gabriel Zani. Un accord de partenariat sectoriel a été signé entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Ibrahim Cissé Bakongo, et son homologue congolais, Bruno Jean-Richard Itoua. Plusieurs projets déjà identifiés. Il s'agit d'appuis techniques de la part d'universités et de grandes écoles ivoiriennes, d'échanges de chercheurs et de mobilité enseignante et estudiantine, et aussi d'organisation au Congo d'un concours de recrutement d'étudiants pour l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INP-HB. Cette visite a été l'occasion de mettre en exergue l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique, afin de favoriser les opportunités d'échange et de coopération entre nos deux pays, notamment dans les domaines de l'agronomie, de la santé, de l'environnement. L'événement tenu ce 14 octobre vient couronner une visite de 7 jours en Côte d'Ivoire du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo. Nous avons l'intention de rendre extrêmement concret cet accord et d'engager très rapidement sa mise en œuvre. Cet accord de partenariat sectoriel est le fruit d'une volonté partagée des chefs d'État ivoiriens et congolais de redynamiser la coopération entre les deux pays. Ils en avaient parlé lors d'une visite officielle du président Alassane Ouattara du 6 au 9 juin dernier en République du Congo. Le retour des réfugiés ivoiriens se trouvant actuellement au Libéria, au cœur d'une rencontre entre le ministre de la Justice, des Libertés publiques et des Droits de l'Homme, Koulibaly Yenema, et les cadres de la région du Grand Ouest. Une mission devrait se rendre la semaine prochaine au Libéria, nous dit Hugues Hervé-Blé. Comment faire revenir en Côte d'Ivoire les populations des régions du Guémon et du Cavali, réfugiés au Libéria à la suite de la crise, et dans quelles conditions? Ces préoccupations, les cadres de ces deux régions les ont partagées ce lundi avec le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Yenema Koulibaly. En quelques jours, un conclave va se tenir au Libéria, qui aura donc pour but de gérer le retour de nos frères qui sont en exil dans ce pays frère.
nous sommes venus vers le ministre de la Justice, en charge de ce dossier, et qui cumulativement est chargé également des droits de l'homme et des libertés, venir vers lui et harmoniser nos démarches afin que ce retour de nos frères attendus puisse se faire sans à-coups et qu'il y ait une cohérence également dans la gestion de ce retour et dans leur réinsertion dans le milieu social d'où ils sont partis. C'est vrai que beaucoup de fils de cette région sont concernés par des procédures judiciaires. Notre objectif et l'intérêt de cette rencontre, c'est de faire en sorte que tout cela se déroule, comme a dit le ministre d'État Bombé, sans accroc. Et nous sommes favorables donc à une telle démarche que nous encourageons. Et nous pensons que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par cette démarche. Ce sont les ambassadeurs de toute la Côte d'Ivoire, non de 2 régions spécifiques, parce que ce qu'ils ont demandé, ça concerne aussi bien tous les autres Ivoiriens de toutes les autres régions qui sont en exil en ce moment. Le président de la République sera donc déjà à la fin de cette semaine au Libéria pour échanger avec son homologue du Libéria. Je pense que c'est à l'issue de cela que les choses vont se dessiner davantage. Le Haut Commissariat pour les réfugiés estime à plus de 10 000 les Ivoiriens qui ont regagné depuis le début de l'année leur pays à partir du Libéria. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.